Présentation du livre des Rois maudits de Maurice Druon, l'intégrale. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'univers fascinant des Rois maudits, la célèbre fresque historique écrite par Maurice Druon. Entre intrigues politiques, trahison familiale et justice implacable, cette œuvre retrace la fin de la dynastie capétienne. Adaptée à 2 reprises à la télévision, d'abord par Claude Barma en 1972, puis dans une version plus moderne en 2005, l'histoire met en scène une série d'événements dramatiques déclenchés par une malédiction légendaire. Au cœur de cette tragédie, un roi puissant, des banquiers influents et un ordre religieux détruit. 9 figures clés vont guider notre exploration. Isabelle de France et les Sœurs de Bourgogne, Robert d'Artois, Enguerrand de Marigny, Jacques de Molay, Ptolémée, Philippe IV le Bel. Dans Les Rois maudits de Maurice Druon, le narrateur développe une vision profondément critique de l'histoire. Si les grandes tragédies révèlent parfois des figures d'exception, elles sont avant tout engendrées par la médiocrité humaine. Cette perspective éclaire les intrigues politiques et intimes du récit, notamment à travers les figures féminines. Loin d'être de simples instruments de pouvoir, les femmes apparaissent comme des actrices complexes du drame. Isabelle de France incarne une figure ambivalente, jeune, belle et contemplative, elle aussi entre rêverie amoureuse et posture presque sacrée. Sensible à la poésie et aux élans du cœur, elle est aussi capable d'initiative et d'influence, révélant une personnalité à la fois romantique et politique. En parallèle, les 3 sœurs de Bourgogne, Jeanne, Blanche et Marguerite, offrent une galerie contrastée de caractères féminins. Jeanne, l'aînée, se distingue par sa noblesse distante. Blanche, plus spontanée et naïve, affiche une sensibilité exacerbée. Marguerite, enfin, se démarque par sa complexité et son rôle central, notamment dans l'affaire de la Tour de Nesle, où elle incarne à la fois le désir, la transgression et la lucidité. Leur chute marque un tournant brutal. Déchues, humiliées, enfermées, elles apparaissent rasées et vêtues de bure, symbole de leur dégradation sociale et morale. Chacune réagit différemment à cette déchéance. Blanche s'effondre dans une douleur physique et narcissique. Marguerite exprime une amertume lucide face à ses choix et à ses désirs, tandis que Jeanne semble sombrer dans une forme d'hébétude, cherchant à fuir la réalité. Le récit souligne ainsi la fragilité des destins humains, soumis à des rapports de domination instables, comme l'illustre la figure d'Alain de Pareille, désormais maître de celle qui le dominait autrefois. En parallèle, le sort tragique des Templiers, condamnés après torture, renforce l'idée d'une justice arbitraire et manipulée. Enfin, le narrateur insère des observations à portée morale et anthropologique. Il affirme que l'amour se manifeste jusque dans la démarche des femmes, prenant Isabelle comme exemple, et rappelle la dureté des conditions de vie médiévales, marquées par une mortalité élevée des femmes en couches et des enfants. En somme, cette fresque romanesque mêle drame historique et analyse psychologique pour mettre en lumière la vanité du pouvoir, la complexité des passions humaines et la cruauté d'un monde régi par l'instabilité et l'injustice. Robert d'Artois, lui, apparaît comme un personnage complexe, ambivalent et profondément marqué par la rancœur. Noble déchu, il est animé par une ambition dévorante. Récupérer l'Artois, héritage qu'il estime lui avoir été injustement volé par sa famille. C'est avant tout un homme de guerre redoutable. C'est un excellent cavalier et jouteur, capable de désarçonner ses adversaires avec une grande habileté. C'est un stratège expérimenté qui prépare ses campagnes avec soin. C'est un combattant puissant malgré l'âge, conservant une force impressionnante et une grande autorité. Il possède aussi un certain charisme social. C'est un bon flatteur, un manipulateur habile. Il est capable de convaincre et d'influencer, notamment en Angleterre. Il est aussi expressif et théâtral dans ses discours. Cependant, ses qualités sont contrebalancées par de nombreux défauts. C'est un menteur et peu fiable, ne tenant pas ses promesses. Il est animé par la haine, la vengeance et la méchanceté. Il est aussi cynique, méfiant, notamment vers les femmes, qu'il juge manipulatrices. Il est d'ailleurs enclin à la manipulation politique et à la violence. Son évolution le pousse vers une criminalité organisée, en termes de recrutement de brigands et d'anciens criminels,
concernant les attaques opportunistes pendant les rassemblements ou événements religieux, et aussi l'utilisation du chaos pour servir ses propres intérêts. Physiquement, Robert est décrit comme un colosse vieillissant, marqué par les excès et les épreuves. Il a un visage durci et des traits creusés par la haine. Ses cheveux et son teint en sont altérés. Cela donne une image presque inquiétante. Et en somme, il est comparé à un fauve blessé ou à un oiseau de tempête, un oiseau d'orage, symbole de violence et de destin tragique. Son parcours est celui d'une chute suivie d'une radicalisation. Exilé hors de France, il parcourt les terres étrangères, s'endurcit physiquement et moralement, se rapproche du roi d'Angleterre, notamment Édouard III, et devient un acteur clé dans les tensions menant à un conflit majeur, et finit par revenir en France à la tête d'une armée anglaise, incarnant la trahison ultime contre son propre royaume. Robert d'Artois est un anti-héros tragique, un noble brillant devenu instrument de guerre et de destruction, consumé par l'injustice ressentie. Sa vie est dominée par une logique de vengeance qui le transforme en figure dangereuse, manipulatrice et quasi fatale, dont l'intelligence et la force servent désormais le chaos plutôt que l'honneur. Robert d'Artois est d'ailleurs très reconnaissable par ses vêtements écarlates. Son vêtement, son haut rouge, et ses bottes d'ailleurs, en sont une figure incontournable de ce personnage. Dans Les Rois Maudits, le personnage d'Enguerrand de Marigny apparaît comme une figure complexe, à la fois homme de pouvoir, technocrate et symbole d'une mutation politique profonde sous le règne de Philippe le Bel. Ancien portier, devenu sire de Marigny, âgé de 49 ans, il se distingue par une physionomie contrastée. Une carrure lourde, un large menton marqué d'un pli d'ironie, une peau glumeleuse, presque rude, évoquant une forme de brutalité sociale. Pourtant, ses mains fines et nerveuses tranchent avec cette masse physique, suggérant une intelligence subtile et une grande maîtrise de soi. Une fois découvert, son visage prend une dimension presque animale. Il a une tête de taureau, renforçant son image de puissance contenue. Il arbore également des signes extérieurs d'autorité et de richesse, comme une main baguée et une croix pectorale. Sur le plan intellectuel et politique, Marigny est présenté comme un orateur habile et un esprit profondément rationnel, capable de manier la rhétorique pour désacraliser certaines réalités et imposer une vision pragmatique du pouvoir. Il imite même l'attitude du roi, preuve de sa proximité extrême avec celui-ci, mais aussi de son adhésion totale à sa politique. Il est moins un simple serviteur qu'un véritable fervent du système monarchique capétien. Le narrateur lui confère une dimension presque idéologique. Marigny incarne le progrès administratif et politique. Il œuvre pour la centralisation du pouvoir tout en organisant une forme de décentralisation efficace de l'administration, favorise l'unification monétaire, affirme l'indépendance de l'État vis-à-vis de l'Église et renforce la paix extérieure par la fortification stratégique ainsi que la paix intérieure par une autorité royale accrue. Il contribue également à la sécurisation des échanges, stimulant ainsi la production et participant à l'émergence d'une classe bourgeoise. Cependant, cette modernité s'accompagne d'une forme de froide rationalisation économique. Comme en témoigne son discours sur la cherté des denrées, nous mangeons le même blé, dit-il, mais nous sommes plus à le partager, réduisant la crise à une logique de production insuffisante. Cette posture révèle un homme tourné vers l'efficacité plus que vers la compassion. Sur le plan idéologique, il défend la thèse monarchique et patriarcale, soutenant notamment la loi salique et la nécessité d'une continuité dynastique masculine. Son engagement politique est total, mais il demeure intérieurement marqué par une tension, un labeur parfait, un bonheur imparfait. Sa chute est à la mesure de son ascension. Accusé de concussion, de trahison, de prévarication et de complot avec les ennemis du royaume, il devient une victime de son propre succès. Incapable de se défendre efficacement, il est emprisonné au Châtelet, où il contemple le ciel à travers un soupirail, image forte de son déclassement. Sa mort est hautement symbolique. Il est exécuté au gibet de Montfaucon,
qu'il avait lui-même contribué à ériger comme instrument de la justice royale. Ce lieu, avec ses 16 piliers et ses cadavres exposés au vent et aux corbeaux, incarne une justice spectaculaire et dissuasive qui finit par se retourner contre lui. Jusqu'au bout, Marigny conserve une forme de dignité farouche, refusant d'être soutenu après son voyage en charrette à l'endroit de son supplice. Cette dernière attitude cristallise toute l'ambiguïté du personnage, à la fois homme de pouvoir et victime du pouvoir, bâtisseur d'un ordre qui le broie. Enfin, le narrateur semble adopter une position nuancée, voire légèrement ironique, laissant planer une ambiguïté interprétative sur ce personnage. Héros du progrès ou technocrate déshumanisé, serviteur fidèle ou ambitieux déchu, victime de son succès. Dernier grand maître des Templiers, Jacques de Molay, lui, incarne la chute brutale d'un ordre puissant. Il est arrêté sur ordre du roi, il est accusé d'hérésie dans un procès controversé, il est brûlé vif en 1314. Son rôle devient mythique avec la malédiction qu'il lance avant de nourrir et de mourir. Il appelle le roi et le pape à le rejoindre devant le jugement divin. Il symbolise l'injustice politique, la fin d'un monde religieux puissant, le point de départ de la tragédie. Les Tolomei, eux, représentent la puissance financière dans l'ombre du pouvoir. C'est une famille de banquiers italiens, des créanciers des rois et nobles, et possèdent une influence indirecte, mais décisive. Ils incarnent le pouvoir et l'argent, la dépendance des rois aux finances, une forme de manipulation silencieuse. Dans les Rois maudits, leur rôle rappelle que la politique médiévale ne se joue pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les comptes et les dettes. Philippe IV le Bel est le personnage central de cette tragédie. C'est un roi puissant et autoritaire, il détruit l'ordre des Templiers, il cherche à renforcer l'État et son autorité. C'est lui qui ordonne l'arrestation des Templiers, et c'est lui qui devient la première victime de la malédiction. Il symbolise la raison de l'État poussée à l'extrême, la froideur politique, le début de la chute des Capétiens. Les Rois maudits ne racontent pas seulement une histoire, mais une mécanique de chute. Jacques de Molay, déclencheur tragique, Ptolémée, pouvoir invisible de l'argent, Philippe le Bel, une incarnation du pouvoir absolu. Ensemble, ils illustrent un monde où le pouvoir politique, religieux et financier s'affrontent. Les décisions humaines entraînent des conséquences irréversibles, la frontière entre histoire et légende devient floue. Et finalement, la malédiction n'est peut-être qu'une manière de dire que les abus de pouvoir finissent toujours par se payer.